Paul-Arthur Fortin est considéré comme le père de l'entrepreneuriat au Québec. Pendant de nombreuses années, Paul-Arthur Fortin a été associé à la cause du développement local et régional par le truchement de l'entrepreneuriat. Il a mené des recherches sur la culture entrepreneuriale et sur les valeurs qui s'y rattachent. En 1980, M. Fortin a initié la Fondation de l'entrepreneurship, dont il a été le premier PDG de 1989 à 1997. À lui seul, cet acteur engagé du développement de proximité aura poussé plusieurs générations de dirigeantes et de dirigeants à aller de l'avant grâce à de bons conseils directoriaux. Paul-Arthur Fortin a publié notamment « Devenez entrepreneur » pour un Québec plus entrepreneurial. La première édition date de 1986 et la deuxième de 1992. Et aussi en 2002, La culture entrepreneuriale, un antidote à la pauvreté. Ces livres sont des classiques du genre. Il nous dit « J'ai été témoin, acteur dans certains cas, maintenant spectateur attentif. » Paul-Arthur Fortin, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Bonjour, bonjour. Alors, M. Fortin, vous avez été, à l'époque de la Révolution tranquille, du Maître chez nous de 1962 et de la création du ministère de l'Éducation. Ces événements-là ont été fondateurs de l'essor économique du Québec. Est-ce aussi la naissance du mouvement entrepreneurial? Sans doute, si vous voulez, que ça a aidé à préparer un certain climat, mais le vrai démarrage de l'entrepreneuriat a débuté plutôt dans les années 80. Dans ces années-là, on partait plutôt avec l'approche française, des plans quinquennaux, de la planification, enfin de la participation très forte des technocrates, et non pas avec un discours de décentralisation en disant, bon, développez chez vous les entreprises dont vous avez besoin, puis nous, on va vous accompagner. Enfin, le discours n'était pas là à ce moment-là. Et c'est en cours de route, après, évidemment, certains échecs de technocrates, que quelque part, bon, on dit peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner. Et de là, si vous voulez, est partie la démarche entrepreneuriale. Il faut dire qu'à la même époque, les Québécois étaient héritiers d'une culture catholique, au sein de laquelle l'enrichissement était mal vu et les entrepreneurs n'étaient pas toujours bien considérés. On les voyait comme des exploiteurs étrangers, anglophones. Qu'est-ce qui a changé exactement dans les années 60? Je ne pense pas, si vous voulez, que le fait qu'on était catholique soit très différent. Enfin, personnellement, c'est sûr qu'on avait une ignorance des processus. On ne pouvait pas les nommer. Nous, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qu'on connaissait, bon, c'était les grandes entreprises qui étaient anglophones. Il y avait même des villes réservées à toutes fins utiles pour les anglophones, avec leurs propres écoles et leur propre église. Ça a été le cas à Arvida pendant plusieurs années, où la ville était vraiment une ville de compagnie. Même dans les autres villes, on pense à Kenogami, qui avait un moulin de pâte et de papier, il y avait un quartier qui était réservé. De sorte qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître, si vous voulez, la beauté des entrepreneurs. Et moi, je pense, le grand cadeau qui nous est venu au Québec, ça a été les maires, les Lemaire, à Kingsley Falls, qui avaient une façon, si vous voulez, de parler de leur entreprise, de leurs employés, et qui sont devenus des sympathiques personnes avec qui les gens voulaient échanger. Enfin, Bernard Lemaire et ses frères ont joué un rôle très important dans l'image qu'on pouvait avoir des entrepreneurs au Québec. Parce que c'était des entrepreneurs très empathiques, très, très proches. Très proches des gens. Des gens, etc. Ils parlaient français. Oui. Hein? Et bon, puis ils réglaient des problèmes. Enfin, ils jouaient dans la cour des grands. Oui. Tout en étant proches, des petits. Or, je pense, si vous voulez, que
le fait qu'on n'était pas très scolarisé, hein, qu'on n'avait pas eu de formation adéquate, n'aidait certainement pas à se réconcilier avec le phénomène, d'abord à nommer les choses et puis être capable de les expliquer. Alors, c'était un peu le défi qu'on a eu graduellement, de progresser dans ce sens-là. Alors, développer le langage, c'est important. On n'avait pas de langage, on n'avait pas de mots. Et même le mot entrepreneurship, quand vous l'avez utilisé pour la première fois, n'était pas reconnu dans la langue française. Non. Il n'est toujours pas reconnu par l'Office de la langue française. Maintenant, si vous voulez, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Hein, qui est bon. Mais le mot a été officialisé en cours de route. Jacques Fillion a travaillé beaucoup sur ce dossier-là avec les linguistes de l'Office de langue française. Mais juste pour donner un exemple, comment la compréhension du phénomène était surprenante. Quand je débute la série Devenir entrepreneur, hein, la première phrase du premier paragraphe, je dis, si tu veux, que c'est l'entreprise qui crée la richesse et l'emploi. Oui. Et si on veut avoir des emplois, il faut développer des entreprises, mais pour avoir des entreprises, il faut développer des entrepreneurs. Alors, cette première phrase-là, même à la faculté des sciences d'administration dans les années 84, les gens n'étaient pas d'accord avec ça. Mm-hmm. On a eu un comité de lecture à un moment donné, on avait fait une première partie du texte. Et la discussion de 2 heures a été sur ce paragraphe-là. Et bon, enfin, comme j'étais très, très souple, j'ai dit, écoute, monsieur le doyen, hein, moi, c'est ce que je crois. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, trouvez-vous quelqu'un d'autre. Mais moi, si c'est pour faire la série, je vais y aller avec ce que je crois. Mm-hmm. Et effectivement, il n'y a pas eu d'autre comité de lecture. Ouais. Hein? Mais maintenant, c'est évident. Hein? Tout le monde sait que l'entreprise joue un rôle important dans la création de richesse, création d'emplois. Puis c'est l'entrepreneur qui est le moteur de l'entreprise. Peut-être que vous ne l'aviez pas prévu, mais vous avez été bientôt le premier président du conseil et par la suite le premier directeur général du Cégep de Jonquière, fondé en 1967. Dès ce moment, vous inscrivez votre action suivant une orientation entrepreneuriale. Oui. Pourquoi et comment le milieu a-t-il réagi? Bien, en fait, si vous voulez, comme je mentionnais tantôt, il y a beaucoup de choses qu'on ne nommait pas à ce moment-là. Hein? Dans le sens, on ne parlait pas d'entrepreneurship dans ces années-là. On parlait de développement régional. On voulait, si vous voulez, que les jeunes demeurent dans la région, aient des emplois dans la région. Il y avait des grandes entreprises qui étaient très engagées dans le domaine du papier et de l'aluminium, mais en même temps, si vous voulez, relativement fermées par rapport aux préoccupations de la région. C'est-à-dire, les compagnies de papier, enfin, c'était le marché, c'était les actionnaires, c'était enfin qu'une région ait besoin de plus d'opportunités d'emploi ou pas, enfin, c'était pas la première priorité, en tout cas. Or, et moi, j'étais impliqué au Conseil régional de développement. Je travaillais, si vous voulez, dans le sens, il faut créer des emplois dans la région. J'avais déjà fait des recherches sur les petites entreprises. Donc, j'avais ça derrière la tête. Et, puis, je véhiculais peut-être par ma présence ou par la proximité des gens ce goût-là, de prendre des risques, de foncer. Et c'est de même que Serge Godin, qui est devenu le PDG de CGI et le fondateur de CGI, a pris le pouce sur ces aires d'aller-là. On se prend en main, on se développe, on crée des choses. Et ça, c'était partagé au Cégep de Jonquière à l'époque, cette approche-là? En fait, ce qui était partagé au Cégep de Jonquière, c'était un cégep qui était très ouvert. D'abord, il y avait déjà des laïcs sur le conseil d'administration.
c'était un collège classique, traditionnel, mais où déjà, c'était mix, les filles et les garçons. Donc, il y avait, si tu veux, un vent de fraîcheur dans le collège. Jonquière est une ville ouvrière. C'est pas la ville bourgeoise de la région. Hein, c'est plutôt Chicoutimi qui était la ville importante du point de vue col blanc. Nous, c'était une ville de col bleu. Et puis les gens avaient le goût qu'il se passe des choses. Et moi, je peux dire, si vous voulez, quand j'étais au cégep de Jonquière, j'ai eu la collaboration du milieu. J'ai eu l'appui des membres du conseil d'administration et du personnel enseignant. À 200 %, on a fait un paquet de choses. Et puis on en aurait fait encore beaucoup plus si des bonnes âmes n'auraient pas veillé pour nous arrêter de faire des choses, enfin. Revenons à l'implantation des cégeps. À partir de 1967, il y a une douzaine de cégeps, je pense, qui vont naître à peu près en même temps. Oui. On a anticipé un cul-de-sac au niveau de l'emploi, à plus ou moins court terme, particulièrement en région, parce qu'on se demandait comment accueillir tous ces nouveaux diplômés. Oui. Quel est le rôle des cégeps en faveur du développement économique régional? Moi, ma vision des choses, juste donner un exemple, quand j'ai commencé mon cours classique, qui était, si tu veux, le moyen obligé pour accéder à l'université, le cours classique, hein, dans la période où j'ai commencé, dans les années 50, disons. Et il y avait 800 étudiants sur 8 ans au séminaire de Chicoutimi. Hein. Évidemment, c'était masculin. Hein. Et donc, sur 8 ans. Mm-hmm. Quand j'ai quitté le cégep de Jonquière, en 1972, quand j'ai quitté la région, il y avait 8000 étudiants dans les 4 cégeps de la région, sur 2 ou 3 ans. Mm-hmm. Or, c'est bien évident, si vous voulez, qu'il y avait là un bassin de gens qui, à plus ou moins long terme, en tout cas, allaient graduer. Ou bien, on trouvait les moyens dans la région d'offrir des opportunités aux gens qui allaient graduer, ou bien ces gens-là quitteraient pour Québec, pour Montréal, pour ailleurs. Mm-hmm. Et effectivement, si vous voulez, il y a eu des années, et ça a été documenté, en tout cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où c'était un autobus, l'équivalent d'un autobus par semaine, qui déménageait ailleurs, parce que, bon, les opportunités étaient pas là. Enfin, vous voyez un peu là, le cul-de-sac prévisible. Hein? Tu gradues à peu près 200-300 fois plus d'étudiants, hein, qui ont des attentes. Hein? Quand tu sors avec une technique ou tu sors avec un diplôme universitaire, tu as des attentes. Et puis ici, une région ou l'autre ne peut pas répondre. Et là, ta population vieillit plus rapidement. Oui, ta population diminue. Enfin, c'est le problème du Québec, si vous voulez. C'est le problème du Québec en général, mais particulièrement des régions ressources. Mais croyez-vous que la promotion de l'entrepreneuriat peut être une façon de retenir cette jeunesse diplômée en région? Bien, certainement. Enfin, oui, j'y crois. D'ailleurs, pour prendre un exemple sur l'ensemble du Québec actuellement, c'est que, d'abord, à peu près toutes les régions du Québec disent actuellement, haut et fort, on l'a entendu aux dernières élections, on manque d'employés. Mm-hmm. Hein? Évidemment, à Montréal et Québec crient plus fort que d'autres, parce qu'il y a plus d'entreprises. Mais même les régions disent on manque d'employés, on manque de monde. Il faut favoriser, si vous voulez, l'immigration, puis l'immigration en région, etc. Donc, quelque part, si vous voulez, c'est très, très clair pour moi. Si on veut des emplois, ça prend des entreprises. Si on veut des entreprises, ça prend des entrepreneurs. Puis le potentiel entrepreneurial, il existe chez nous. Il existe dans nos milieux, dans nos familles, pour créer les entreprises et les emplois dont on a besoin. Alors, à partir du moment, si vous voulez, où on est convaincu de ça, bien là, on dit, comment on fait la pédagogie de ça? Comment on se partage les tâches, puis comment, si vous voulez, on suscite
cette éclosion-là d'entreprises dont on a besoin pour s'occuper du pain et du beurre, s'occuper des jeunes, s'occuper des aînés, etc. Donc, oui, j'y crois. Et de plus en plus. Et d'ailleurs, on a la preuve que ça fonctionne actuellement. C'est que les gens disent on manque d'employés. Et moi, je trouve que c'est un beau problème. J'espère qu'il va durer longtemps, puis il va grossir. Hein? J'espère qu'il va y avoir plus d'entrepreneurs encore, qui vont avoir des occasions, qui vont faire des choses, etc. C'est un peu dans le sens d'encourager les gens à devenir entrepreneurs que vous avez publié la première fois en 1986, « Devenez entrepreneur ». Un ouvrage que j'ai relu récemment et dont je me suis fait la remarque, c'était un bon ouvrage de vulgarisation, mais sans compromis, qui porte sur la création d'entreprises. À cet égard, vous avez été un précurseur et cet ouvrage a eu un impact et a encore un impact considérable. Quels objectifs poursuiviez-vous avec cette publication? Pour faire l'histoire courte, il y avait eu d'abord la publication dans les journaux régionaux, dans les quotidiens, qui avait connu, c'est un court concours, qui avait connu un bon succès. Par la suite, les gens ont dit que comme on veut répéter l'expérience d'année en année, ça nous prendrait un document, on ne pourra pas republier chaque année dans les journaux parce qu'il y a des coûts énormes. Et le livre est venu de ça. Or, effectivement, si vous voulez, mon objectif, c'est de démystifier à la fois, si vous voulez, la création d'entreprise, à essayer d'expliquer le comment, et puis en même temps aussi de stimuler les personnes, à essayer de leur donner la confiance en eux pour oser sortir des sentiers battus. Parce qu'entreprendre, comme innover, c'est prendre le risque de sortir des sentiers battus. Je pense que le message, progressivement, est entendu. Il y a des succès, évidemment, qui nous aident. Je parlais des Lemaire, par exemple, Cascade, qui a été, si vous voulez, un modèle extraordinaire de pédagogie sur la beauté des entrepreneurs, du rôle important qu'ils jouent dans une société et comment ils peuvent vitaliser et revitaliser des milieux, si vous voulez, qui sont en panne. Or, les Lemaire ont été des modèles extraordinaires. Et donc on a essayé, si vous voulez, mais il y en a d'autres. Quand on regarde, par exemple, actuellement CGI, CGI, si vous voulez, a plus que 100 000 employés sur la planète, des professionnels, des cols blancs. Alors que, pour prendre un exemple, quand je suis retourné au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les années 60, Alcan avait 12 000 employés. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a 3 usines de plus, puis il y a 2 500 employés au total. Donc, les grandes entreprises ont mécanisé, enfin, ils ont trouvé des façons d'avoir moins d'emplois. Et le défi, c'est comment nous, tout en acceptant qu'il y ait des grandes entreprises à jouer un rôle important à un moment donné, puis encore dans certains cas, on prenne la relève. Et l'éducation n'est plus le prétexte, parce qu'on a des gens instruits, on a des gens formés dans des techniques industrielles, on a des gens à peu près dans tous les domaines. Or, il s'agit de démystifier le processus, comment on part. Puis en même temps, je veux expliquer que c'est pas l'argent d'abord, c'est l'entrepreneur d'abord, puis l'argent vient après. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Il y a été un bout de temps où, peut-être dans les années 80-90, on faisait la promotion d'entrepreneuriat à travers le plan d'affaires. Ouais, aujourd'hui, c'est un petit peu abandonné parce que ça paraît un peu rêche, un peu... souvent, nos entrepreneurs, c'est des créateurs, c'est des gens émotifs. Et puis, c'est peut-être pas la meilleure approche. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles approches aujourd'hui? Au fond, quand on parle de culture entrepreneuriale, je vais un peu plus vite. On dit la culture, c'est une culture entrepreneuriale, par définition, c'est des valeurs partagées. Puis quand on parle des valeurs, nous, ce qu'on préconisait minimalement, c'était 4 valeurs qui sont l'autonomie, la responsabilité, la créativité, la solidarité. Mais moi, j'ai posé la question dans les conférences que j'ai faites un peu partout au Québec,
et même à l'étranger, quel parent ne souhaite pas ces valeurs-là pour ses enfants? L'autonomie, la responsabilité, la créativité, la solidarité. Autrement dit, donc, c'est pas... Ça sent pas l'argent nécessairement, hein? Mais c'est un préalable à la création d'entreprise. Autrement dit, un entrepreneur qui est dépendant, c'est pas un entrepreneur. Si quelqu'un, si tu veux, n'est pas responsable, ça ne peut pas être un entrepreneur. S'il n'y a pas une certaine créativité, il ne peut pas être un entrepreneur. Puis bon, peut-être, si tu veux, la solidarité, c'est peut-être quelque chose d'ajouter. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la solidarité est importante. Il faut que l'entrepreneur soit solidaire avec son milieu, il faut qu'il soit solidaire avec les employés, solidaire avec ses clients, enfin, est une valeur importante. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas nécessairement la promotion du plan d'affaires, c'est d'enraciner dans le cœur et dans l'esprit des gens des valeurs comme celle-là, hein, qui prédisposent. C'est-à-dire, ces gens qui ont ces valeurs-là, je dirais qu'ils ont quelque part sur eux des prédispositions à aller plus loin. Oui. Certains créeront des entreprises, oui. Certains d'autres reprendront des entreprises existantes, d'autres transformeront le milieu. Mais quelque part, il y aura du renouveau dans le carrière, dans le cheminement, parce qu'ils ont des valeurs qui portent au renouveau. On remarque que les jeunes dans les cégeps, en tous les cas, s'intéressent beaucoup à l'entrepreneuriat social ou à la dimension environnementale ou communautaire de l'entrepreneuriat. Oui. Ça rejoindrait la valeur de solidarité. Bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que si on va avoir des entreprises qui règlent nos problèmes de société, faut que la solidarité, entre autres, soit là. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient solidaires de ce qui se passe dans le milieu, puis ce qui se passe d'une génération à l'autre aussi. Quand on parle d'environnement, hein, c'est sûr que tu ne peux pas te comporter comme si la vie arrêtait après toi. Il faut que tu te comportes, si tu veux, comme s'il y a d'autres gens qui veulent vivre après toi. Tout ça, ce sont les bases de la culture entrepreneuriale pour vous? Bon, pour moi, en tout cas, c'est les valeurs minimales de la culture entrepreneuriale. Mais, comme je dirais, la définition de la culture, c'est des valeurs partagées. Or, comment on réussit à partager ces valeurs-là pour avoir une société entrepreneuriale? Or, idéalement, hein, puis un jour, ça viendra au Québec, parce que les valeurs, habituellement, ce sont des parents, au premier chef, qui les transmettent à leurs enfants. Oui. Sauf que, bon, comme on ne donne pas ce qu'on n'a pas, quelque part, si tu veux, avant que le processus s'enrichisse pour que ça se fasse automatiquement, il y a un rattrapage à faire. Et la première place où on peut faire du rattrapage, c'est à l'école. Oui. Hein? À l'école. Alors, c'est pour ça, si vous voulez, que nous, enfin, la Fondation d'entrepreneurship, s'est investi beaucoup au niveau des écoles, parce que c'était le lieu premier où on peut faire un rattrapage de ce que la famille n'a pas pu faire, pour des raisons qui s'expliquent assez facilement. Les gens ont toujours été employés, boîte à lunch, culture de boîte à lunch, comme disait le maire Angers de Shawinigan. Évidemment, c'est pas la même chose. C'est une culture passive, et là, il faut passer à une culture proactive. C'est ça. L'implication de l'école est essentielle. L'école primaire, l'école secondaire. Et pour moi, les cégeps, tu veux, encore davantage, parce que les cégeps ont des outils exceptionnels pour faire rayonner, puis stimuler, puis impliquer les jeunes, enfin. Donc, ça implique l'école, ça implique la communauté, ça implique les parents. Oui. Mais tout ça, ça prend du temps. Changer une culture, ça prend du temps. C'est ça. Comment voyez-vous l'évolution de la culture entrepreneuriale au Québec aujourd'hui? C'est sûr que si vous m'aviez demandé ça en 1962, dire ça va prendre 50 ans, hein, ou davantage, j'aurais trouvé que c'est très long. Bon, ayant vécu une partie du processus, évidemment, avec les limites
pédagogique que j'ai, j'admire maintenant ce qui se fait. Évidemment, je suis retiré maintenant depuis quelques années. Je vois qu'il y a des choses qui bougent de façon magnifique et même surprenante. Et je suis surpris. On donnait l'exemple tantôt, hein, parce que je le donnais souvent dans les conférences que j'ai données. C'est un jour viendra au Québec où on va manquer de chômeurs. Hein? Je ne pensais jamais de voir ça de mon vivant. Hein? Je le vois de mon vivant. La même chose, si vous voulez, à un moment donné, j'avais fait une prédiction à un aparté à l'Université de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke m'a remis un doctorat honoris causa. Et je disais, je ne verrai pas ça de mon vivant. Hein? Quand j'ai commencé, on appelait ça l'école de commerce. C'est devenu l'école d'administration. C'est devenu l'école de gestion. J'ai dit, le jour n'est pas loin. Vous allez voir ça, vous, votre génération, où ça sera une faculté d'entrepreneuriat et de gestion. Parce qu'avant de gérer, il faut entreprendre. Oui. Et je ne le verrai certainement pas de mon vivant, mais enfin, quant à faire des prédictions. Mais le manquer de chômeurs, ça, je vois ça de mon vivant. Et ça, si vous voulez, je trouve que je suis content. Oui. Et puis j'espère que ça va durer longtemps. Oui. Hein, que les gens aient le choix des entreprises. C'est aux employeurs à offrir, si tu veux, les opportunités appropriées, puis on va conserver leur monde, les former, etc. Alors, dans le même ouvrage dont on parle, La culture entrepreneuriale, un antidote à la pauvreté, vous déplorez le fait que les valeurs entrepreneuriales ne sont pas suffisamment enseignées dans les milieux scolaires. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui que dans les années 90, où était écrit le livre, surtout au primaire et au secondaire, où vous avez inspiré tout un mouvement. Par contre, après une période plus favorable, il y a 25 ans, l'entrepreneuriat a beaucoup reculé dans les collèges et reprend vie depuis 3 à 5 ans environ, avec un dynamisme vraiment renouvelé, mais aussi de nombreuses difficultés. Que pensez-vous de l'importance du mouvement entrepreneurial pour l'éducation collégiale? Ayant participé à la vie des cégeps, ayant vu tout le potentiel qui existait et qui existe encore sur certains des cégeps, je me dis, c'est le lieu par excellence, je dirais, pour faire éclater l'expertise entrepreneuriale québécoise. Je pense, par exemple, à un cégep qui aurait ces vertus-là, ces capacités-là, cette pédagogie d'aider les gens à aller au-delà de leur potentiel. Hein? Un cégep qui serait reconnu comme étant un lieu où on éclate, où, quelque part, tu sors de là, puis tu as le feu. Hein? Tu veux faire des choses, tu veux bâtir. Imaginez-vous, sur les cégeps en région, actuellement, qui veulent avoir des étudiants étrangers. Imaginez-vous, si tu veux, le sex appeal, hein, que ça pourrait avoir. C'est-à-dire, on va à un cégep où la marque de commerce, si tu veux, tu deviens créateur, tu deviens développeur, tu deviens entrepreneur, enfin, tu fais des choses. Hein. Alors, je pense qu'il y a là une opportunité exceptionnelle. Les cégeps, le fait qu'il y a de la formation professionnelle, l'enseignement général, le fait aussi qu'au niveau de l'éducation des adultes, il y a là, ou en tout cas, dans le temps j'étais là, il y avait là un marché, si tu veux, très grand. Oui, c'est vrai. Hein? Et quand on parlait de partager des valeurs, hein, je dirais que les cégeps ont un outil de partager des valeurs au niveau de l'éducation des adultes, dans les clientèles qu'ils desservent, et aussi au niveau de leur propre clientèle. Or, moi, je pense que les cégeps, en tout cas, quand on avait fait le concours devenir entrepreneur, et que Louis Drouin, qui était à ce moment-là à l'éducation des adultes au cégep de Limoilou, et président de l'association, avait voulu que les cégeps prennent le relais du concours. J'applaudissais, si tu veux, et les cégeps l'ont fait pendant quelques années. Mais effectivement, comme vous dites, il y a eu un essoufflement. Les cégeps, évidemment, ont connu peut-être certaines misères financières
avec l'encadrement gouvernemental exagéré. Et bon, puis peut-être aussi, si tu veux, que le feu a manqué. Hein? Bon, mais moi, je pense, et je vous félicite, que vous avez là une occasion unique, hein, de réanimer ce milieu-là et de susciter, hein, une vocation entrepreneuriale pour l'ensemble du Québec et même à l'extérieur du Québec. Je pense que c'est le milieu idéal pour faire germer ce milieu-là. Oui, c'est aussi ce que je pense. Faut dire que pendant ces 25 années-là, on doit souligner que les braises étaient encore très vives. En particulier, l'Association des clubs entrepreneurs étudiants, fondée par Micheline Loca, dont on parlait tantôt, est demeurée vivante. C'est 26e assise cette année. Oui. Et il y a 1 millier de personnes à chaque année. Là. Maintenant, c'est devenu très gros. Il y a beaucoup de clubs et les jeunes embarquent très facilement. Nous, on va dévoiler cette entrevue en primeur dans le cadre de l'événement Éducation Entrepreneuriat, E3 deuxième édition, qui est organisé par le projet d'éducation entrepreneuriale au collège, le PEC, qui regroupe 22 collèges actuellement et où on va regrouper 65 personnes qui partagent nos objectifs de tous ces collèges-là et qui chercheront ensemble les meilleures façons de développer l'entrepreneuriat éducatif au collégial. Quel message souhaitez-vous leur adresser? Bien, en fait, d'abord, j'ai un message de fierté et d'encouragement. Enfin, j'applaudis à cette initiative-là. Et vous me faites un beau cadeau. Parce qu'effectivement, je voyais, si vous voulez, les cégeps jouer un rôle très important dans ce dossier-là. Les universités ont fait des bouts de chemin, mais je pense au niveau collégial, qui est déjà, si vous voulez, du postsecondaire, qui est déjà de l'enseignement supérieur, il y aurait là, autant les cégeps, c'est quelque chose d'unique. Hein? Les cégeps, c'est quelque chose d'unique au Canada, en Amérique du Nord, c'est-à-dire la structure cégep, hein, le concept cégep et le potentiel cégep est quelque chose d'unique. Et moi, je pense qu'il y aurait là, si vous voulez, une vocation additionnelle des cégeps qui ferait rayonner à la fois les cégeps, mais aussi le Québec, partout, si tu veux. C'est le lieu où on apprend à se dépasser. On apprend à créer, on apprend à devenir responsable, créatif, généreux, solidaire. Or, bravo. Merci. Je le prends pour toutes ces personnes-là qui œuvrent au quotidien. Alors, reste à vous remercier, Paul-Arthur Fortin. C'était très généreux de votre part. Et on va prendre bien soin de faire un montage intéressant pour que tous ces messages-là passent de manière appropriée. Bien, c'est ça. Enfin, disons que ce qui est important, je pense, c'est que les cégeps, ils trouvent peut-être un certain défi ou un certain stimulant. Peu importe. Enfin, je vous laisse nommer. J'aime bien l'image de prendre le relais et puis de continuer la course dont on a besoin. Ouais. En tout cas, ça serait très intéressant que les cégeps s'impliquent dans ça.